sont tous mis dans un PowerPoint grand. Ouais. Et il y a les traductions pour les micros ici. Hein. Il y a aussi Oui, ils sont là encore. Okay. Et le bouton pour allumer, c'est... Il n'y a pas de bouton. Ah, ok. Donc, ok. Automatiquement. Ok, ça va. Bonjour. C'est pas qui va commencer. La première... Ah oui, ça c'est pour faire avancer les slides, c'est ça? Oui. Ici, comme ça, juste. Ouais. Et revenir en arrière. Voilà. Et on fait comment? Voilà. C'est vous qui pouvez commencer à parler. Ah, je m'en souviens. J'imagine que c'est vous qui m'offrez ça. Oui, bien sûr. Sans peur qu'elle soit malade. Donc il n'y aura qu'une réaction, ça laisse un peu plus de temps. Pour les questions. On peut commencer. Ok, commençons. Donc si la personne à côté, je peux me mettre là. On voit le PowerPoint ici ou pas du tout? Juste là. Là-bas, je vais. Pas m'énerver maintenant. Oui. Il y a quelqu'un là normalement. Ben oui, mais. Je peux me mettre là. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez? Oui. Bienvenue à ce groupe de travail sur le thème des primes à la rénovation. Je suis Martine van der Venet, je travaille à l'Institut fédéral pour le développement durable. Donc on a l'habitude de travailler avec le service interfédéral de lutte contre la pauvreté. Les dernières années, j'ai travaillé sur les projets en lien avec la transition juste. Donc on est vraiment notamment dans les questions de logement. Comment va se passer cette séance de travail? Donc nous allons d'abord avoir la présentation de 3 initiatives, une par région. Et ensuite, nous pourrons écouter la réaction de ATD Carmonde. On aurait dû avoir une deuxième réaction de Saskia de Brunt, mais elle est malade, donc elle n'a pas pu venir. Du coup, ça vous laissera plus de temps, à vous le public, pour poser vos questions ou réagir à ce qui aura été dit. Je vais présenter nos intervenants. Donc, vont présenter des initiatives. D'abord, Shaima El-Kachati, oui, qui est conseillère énergie et rénovation chez Homegrade dans la région de Bruxelles-Capitale. Nous avons également Valentin Piotto, qui est juriste à la cellule prime de la direction bâtiment durable du service public de Wallonie. En Roel Vermeijeren, beleidsmedewerker. Collaborateur à la politique, énergie et efficacité et politique sociale de l'énergie à l'Agence flamande d'énergie et du climat. Jessica Van Oorschot et Benoît Lecoq d'ATD Carmonde qui prendront la parole après les premières présentations. Qui veut commencer? Je vois que c'est ma présentation qui est affichée, donc d'accord. Je vais débuter. Voilà. Bonjour à messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Non, il y a le micro ne fonctionne pas. Bonjour, voilà.
Bonjour mesdames et messieurs, donc Valentin Péto, je suis juriste au service public de Wallonie et ma tâche aujourd'hui consiste donc à vous présenter en 5 à 10 minutes les primes wallonnes, ce qui est un très gros défi si vous êtes un peu familier avec le cadre juridique wallon des primes. Simplement, très rapidement, cette rénovation ces primes wallonnes à la rénovation s'inscrit dans un contexte qui est évidemment absolument indispensable dans la mesure où la Belgique et la Wallonie ont pris des engagements en termes de réduction de l'empreinte énergétique de leur parc résidentiel et donc la mise en place de régimes de primes en vue d'accompagner le public dans la rénovation énergétique est évidemment un indispensable. Bon, moi aujourd'hui, j'ai décidé de mettre le focus évidemment sur les primes qui sont spécifiquement à destination d'un public précaire. Donc je vais concentrer mon propos sur une prime en particulier, à savoir la prime, les subventions MEBAR 2, qui doivent être introduites via le CPAS, mais vous avez en région wallonne toute une série d'autres primes, les primes habitation, mais qui sont des primes très coûteuses, donc je ne pense pas que ça nous intéressera aujourd'hui, des primes chauffage et eau chaude sanitaire et des primes toiture et petits travaux, qui sont des primes généralistes, mais qui supposent le préfinancement des travaux et qui donc ne sont pas forcément adaptés à un public précaire. C'est pourquoi je vais me concentrer exclusivement aujourd'hui sur les subventions MEBAR 2. Néanmoins, les PowerPoints qui sont à votre disposition sont beaucoup plus complets que le propos que je vais vous avoir aujourd'hui. Et donc, si vous avez un intérêt pour les autres régimes de primes, vous pourrez y trouver certaines informations. Donc, je vais commencer tout de suite par la présentation donc, du régime MEBAR 2. Donc, MEBAR 2, c'est un système de subvention. Donc, ce ne sont pas un système de primes, c'est un montant qui va accompagner, qu'on va verser, on va intervenir, finalement, l'autorité publique wallonne va intervenir dans le financement des travaux, concomitamment à leur réalisation. Donc c'est une procédure un peu particulière parce qu'elle ne suppose pas de passer par la région wallonne directement. Le dossier de demande MEBAR 2 est introduit par le CPAS, donc le demandeur doit contacter son CPAS, et c'est le CPAS qui va introduire toutes les démarches. Alors les travaux subsidiables en régime MEBAR sont assez larges, parce que vous pouvez voir qu'on peut subsidier autant de travaux sur la toiture que sur l'isolation de murs, les planchers, les châssis, le chauffage ou l'eau chaude. Une grande part quand même des travaux subsidiés en régime MEBAR concerne le chauffage et certains travaux d'isolation, et en particulier des chaudières, puisque la prime MEBAR 2 est le seul régime wallon où on subsidie encore des énergies fossiles, à savoir les chaudières au gaz. Dans les autres régimes de primes, il n'y a plus du tout d'aide régionale à ce niveau-là. Alors, comme je le disais, ce système de primes vise spécifiquement les ménages à revenus modestes, et ça consiste donc en l'octroi d'une subvention pour réalisation des travaux que je vous ai cités tout à l'heure. Alors, il y a évidemment toute une série de conditions à remplir pour pouvoir être éligible à cette subvention. Donc, cette subvention s'applique aux personnes physiques âgées minimum de 18 ans qui sont propriétaires ou locataires occupants. Et ça, c'est ce qui distingue finalement cette subvention de toutes les autres aides wallonnes. C'est la seule aide wallonne qui est ouverte aux locataires. Je reprends le propos de Mme Barthiaud qui a ouvert la journée. Elle a raison, en effet, les régimes de primes wallons sont réservés aux titulaires de droits réels, donc souvent ce sera des propriétaires. Néanmoins, il existe quand même une seule aide, et c'est l'exception à la règle finalement, c'est cette prime MEBAR 2 qui est ouverte aux locataires. Et heureusement, sinon, de trop nombreuses personnes en situation précaire n'auraient absolument aucune aide en région wallonne. Donc, il y a évidemment une condition de ménage à respecter, à savoir que le revenu du ménage ne doit pas dépasser le revenu d'intégration sociale majoré de 30%. Et la subvention, finalement, n'est pas un montant unique, elle va varier en fonction des travaux qu'on va réaliser. Donc, on parle d'une subvention de l'ordre de 2 000 € pour les appareils de chauffage et de maximum 4 000 € par investissement pour les autres types de travaux, comme l'isolation des châssis ou le remplacement d'une chaudière. Il y a un délai de 5 ans à respecter entre chaque demande pour un appareil de chauffage distinct, qui peut être porté à 10 ans en cas de remplacement d'un appareil initialement posé. Donc, si vous introduisez une demande MEBAR, qu'on y ait une intervention MEBAR, puis qu'une nouvelle intervention est nécessaire, malheureusement, il faudra attendre 10 ans en cas de remplacement d'un appareil initialement posé pour pouvoir réintroduire une demande MEBAR. Ce délai est également porté à 10 ans lorsque les demandes concernent des travaux d'isolation de châssis ou de chaudière. J'insiste une fois de plus, toutes les démarches sont introduites par le CPAS. Si on passe par l'administration tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, la procédure est une procédure qui est assez complexe, mais où on passe finalement par une espèce de point central de contact qui sont les guichets énergie de la Wallonie. Donc, procéduralement, comment ça fonctionne? Le demandeur va introduire sa démarche au CPAS.
Le CPAS va transmettre cette demande à l'administration qui va analyser les revenus du demandeur parce que c'est elle qui en a les moyens. Ensuite, la demande d'intervention MEBAR est transmise à un de ces fameux guichets qui sont répartis sur toute la Wallonie et on procède à une visite préalable au domicile du demandeur par un agent du guichet. Donc cet agent va visiter l'habitation, il va examiner avec le demandeur les solutions techniques qui sont envisagées, il va le conseiller et il va finalement, in fine, générer un rapport qui va transmettre à l'administration. Une fois que ce rapport est reçu par l'administration va demander des devis pour les travaux auprès de plusieurs entrepreneurs. Donc lorsqu'il s'agit de poêles, par exemple, c'est très simple, c'est un marché public, etc. Pour les autres travaux, par contre, nous devons solliciter des offres, et donc c'est un marché public finalement qui est passé par la région wallonne. Ensuite, une fois qu'on a retenu finalement une offre, l'administration va commander les travaux selon le devis et le rapport reçu. Enfin, vient la plus grosse étape, finalement, c'est la réalisation du chantier, évidemment. Il n'y a pas de contrôle pendant le chantier. Par contre, une fois que le chantier est terminé, le demandeur va reprendre contact avec son guichet de l'énergie, et le guichet de l'énergie va venir faire une visite, finalement, une visite finale, post-réalisation des travaux, qui va permettre, d'une part, de vérifier que les travaux sont bien conformes, réalisés conformément à ce qui avait été prévu, et ensuite, il va générer un dernier rapport vers l'administration qui permettra ensuite la liquidation de la subvention. Alors, ici, la subvention, évidemment, je vous en parlais tout à l'heure, elle est de 2 000 € pour certains travaux et de 4 000 pour d'autres. Elle couvre quoi? Ça veut dire que si les travaux ont un coût supérieur à la subvention, le demandeur devra prendre en charge le solde, évidemment. Donc, imaginons des travaux facturés 2 500 €, subvention de 2 000 €, il restera 500 € quand même à charge du demandeur en MEBAR 2. Si par contre les coûts de travaux facturés sont inférieurs à la subvention sera liquidée à hauteur de la facture, évidemment. Donc, imaginons une facturation à 1 800 €, subvention normalement de 2 000 €, on ramènera la subvention à 1 800 € comme c'est le montant qui a été facturé effectivement par l'entrepreneur. Et voilà pour l'essentiel comment fonctionne ce régime de prime MEBAR 2. Les autres primes, je vais faire l'impasse là-dessus, puisque, comme je vous disais, je dispose de peu de temps. Je ne sais pas si je suis en avance, je pense que je suis allé un peu vite. 5 minutes? Ben voilà, donc on m'avait dit à peu près 5 minutes, j'y suis. Je ne sais pas si les intervenants souhaitent déjà intervenir, finalement, ou alors si je peux peut-être continuer très rapidement, je vais peut-être survoler quand même rapidement les autres régimes de primes, mais en gardant bien en tête que ils ne sont, à mon sens, pas adaptés à un public particulièrement précaire, puisque, comme Mme Barthoul soulignait tout à l'heure, ils sont réservés à des publics propriétaires de leur logement. Donc, tous les locataires sont déjà exclus du bénéfice de ces primes, bien qu'ils participent indirectement en tant que contribuables wallons. Alors, les primes chauffage, donc, ce sont des primes temporaires qui ont été adoptées, qui sont entrées en vigueur après les inondations de juillet 2021, pardon. Et ces primes ont été réformées récemment au mois de juillet et prolongées jusqu'à la fin de l'année 2025. Concrètement, c'est une prime qui permet d'obtenir c'est un régime de prime qui permet d'obtenir une aide financière pour la réalisation de travaux d'installation de poêles biomasse, de chaudières biomasse, de pompes à chaleur pour le chauffage ou combiné, de pompes à chaleur pour l'eau chaude sanitaire et de panneaux solaires thermiques. Pas de panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires thermiques. Le public a parfois du mal à faire la différence, mais les panneaux solaires thermiques chauffent exclusivement, évidemment, l'eau chaude sanitaire du logement et ne produisent pas d'électricité pour l'utilisation, on va dire, usuelle dans le logement. Oui, donc les montants de primes sont évidemment forfaitaires et dépendent des travaux réalisés. Donc c'est un peu comme en régime de MEBAR, finalement. Vous avez toute une série de montants. Je vous invite à consulter le PowerPoint pour davantage de renseignements. Au niveau de procédure, c'est une procédure de demande beaucoup plus facile, entre guillemets, puisque ça implique simplement la réalisation des travaux, suivi de la facturation de ces travaux, évidemment. Il faut respecter un délai de 8 mois, passer la date de cette facturation finale, pour introduire sa demande de prime, puis la prime est liquidée. Dans un monde idéal, la liquidation de prime devait arriver rapidement après la demande de prime. Dans les faits, il y a un délai d'1 an actuellement, puisque ce service est débordé par l'afflux de demandes qui est arrivé postérieurement à l'adoption de ce régime. Les primes toiture et petits travaux, c'est un système de primes qui a été réfléchi aussi pour permettre à des personnes plus modestes de faire des travaux, des menus travaux, on va dire, dans leur logement. Les primes habitation, que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui, sont basées sur des audits qui sont très coûteux et
où on regroupe les travaux par gros paquets qui sont évidemment très coûteux aussi. Pour un public précaire, ça n'est évidemment pas envisageable, puisque ça implique le préfinancement préalable de tous les travaux. Ces primes-ci impliquent aussi le préfinancement de tous les travaux, mais on parle de travaux de moindre ampleur. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système où les travaux d'isolation, voilà, les travaux qui sont relatifs à toiture, donc les travaux d'isolation du toit, de couverture de toit, de charpente, d'évacuation des eaux pluviales ne sont pas soumis à un plafond de facture particulier. Donc les travaux peuvent coûter n'importe quel montant. Par contre, pour tous les autres travaux qui sont prévus dans cette prime-là, donc je pense au châssis, je pense au renforcement des murs instables, aux travaux d'humidité, la mise en conformité électrique, la conformité du gaz, etc. Tout ça est soumis à un plafond de facture maximum de 6 000 €. Pardon, on intervient ? Ah, pardon, 2 minutes, il reste 2 minutes, d'accord. Donc je vais aller très vite. Donc comme il y a ce fameux plafond de facturation de maximum 6 000 € pour les autres travaux que ceux relatifs à la toiture, évidemment, ça bloque un peu les demandeurs et donc ça les impose de faire des menus travaux, des travaux moins conséquents. Donc c'est un régime qui pourrait être utilisé par des personnes en situation précaire, mais qui implique évidemment le préfinancement complet des travaux ou leur financement via un prêt social à taux zéro. Un groupe de travail y est d'ailleurs dédié, pour pouvoir réaliser ces travaux et obtenir des primes. Et voilà pour l'essentiel le petit tour d'horizon de ces primes. Donc vous pouvez consulter les différents montants de primes, les différentes informations sur le PowerPoint à votre guise. Le PowerPoint est à votre disposition. En termes de procédure, c'est la même procédure que pour les primes chauffage, sauf en ce qui concerne les travaux de toiture qui impliquent la visite préalable d'un estimateur, mais qui est un fonctionnaire wallon, donc sa visite est gratuite, contrairement à celle d'un auditeur dans les primes habitation. Voilà. En espérant ne pas vous avoir trop perdu dans la complexité des primes wallonnes, je vais clôturer mon intervention maintenant. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez ? Ok. Merci Valentin pour cette présentation donc, d'un système de primes accessible aux locataires et qui prévoit un système d'accompagnement pour les locataires pour introduire la demande de prime. Je vais maintenant donner la parole à... Je suis désolée. À Shaima El-Kachati de la région de Bruxelles-Capitale. Donc, bonjour, je suis conseillère énergie en rénovation et aujourd'hui, je vais vous présenter les primes Rénolution. Donc, je travaille chez Homegrid. Homegrid étant une ASBL qui informe et accompagne tous les ménages bruxellois, qu'on soit propriétaires, locataires, et qui désirent améliorer leur logement et ainsi réduire aussi l'impact écologique, et ce, à travers, notamment par un usage et par des rénovations durables et de qualité. Un petit clin d'œil aussi au réseau Habitat, qui effectue les mêmes tâches que nous en région bruxelloise. Alors l'une de nos missions étant également d'informer sur les primes Rénolution. Oui, j'ai oublié de... Je serais peut-être plus à l'aise là-bas. Oui, pour, je pense oui, qu'à la tribune, c'est un peu plus... ce sera plus Excusez-moi. facile. Alors, les primes Rénolution sont effectives depuis le 1er janvier 2022. Excusez. Voilà. Et elles sont nées de la fusion des 3 anciens systèmes de primes. Donc, la prime énergie, la prime à la rénovation de l'habitat et la prime embellissement de façade. Donc, ces 3 anciens systèmes ont fusionné. Alors, il y a un site web qui est renolution.brussels et qui répertorie les 42 primes actuelles. Ce sont des primes qui ciblent tant des travaux économiseurs d'énergie que des travaux de rénovation. Donc, comme par exemple la mise en conformité de l'installation électrique, mais également l'isolation thermique de la toiture, protection incendie, radiateur basse température, etc. Donc voilà, quels sont les travaux concernés ? Donc, ça, c'est ce qui est repris sur le site internet, c'est les postes éligibles aux primes. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça touche tant à la rénovation qu'aux travaux économiseurs d'énergie. Alors, qui peut bénéficier de ces primes ? Alors, il peut s'agir tant de personnes physiques que de personnes morales, des particuliers ou des professionnels, des propriétaires occupants ou bailleurs, et même des locataires. Il faut juste faire attention à bien vérifier l'accessibilité des primes qui diffèrent selon le statut du demandeur.
Par exemple, un propriétaire occupant aura droit à l'ensemble des primes Rénolution, comparé à un propriétaire bailleur ou encore à un locataire. Alors, quels sont les bâtiments concernés? Donc, il doit s'agir d'une entreprise professionnelle ou d'un entrepreneur inscrit à la banque Carrefour des entreprises, ayant un numéro de TVA belge et un accès à la profession pour certaines primes. Par exemple, la prime isolation toiture. Qui doit réaliser les travaux? Ouf. Il y a un couac. Non, ils ne sont pas dans le bon ordre. Non, on dirait qu'ils sont mélangés. Bon, quels sont les bâtiments concernés? On va rebondir. Ils doivent être situés en région Bruxelles-Capitale. Il s'agit de tout type de bâtiments. Donc, ça peut être des bâtiments résidentiels comme des bâtiments non résidentiels. Bien entendu, il faut vérifier l'accessibilité de ces primes, car cela dépend également du type de bâtiment, enfin de l'affectation du bâtiment. Ça peut être un immeuble en entier ou en partie, et l'âge du bâtiment doit être supérieur à 10 ans. Donc, les nouvelles constructions, ça ne fonctionne pas. Le montant des primes. Donc, pour faire une demande de prime, il faut minimum, pour que la prime puisse être recevable, minimum 250 € de prime par demande. Il y a le montant octroyé maximum est de 50 000 € pour le logement, donc maison ou appartement, ou le non résidentiel dans un immeuble, donc par exemple un commerce, sur une durée de 10 ans. Le montant octroyé de maximum 200 000 € pour les parties communes d'un immeuble, ou pour le non résidentiel également, donc un bâtiment non résidentiel, comme une école par exemple, sur 10 ans. Le montant des primes est calculé soit en forfait, soit en pourcentage ou par unité, par exemple en mètres carrés. On ne peut demander maximum qu'une seule même prime pour les mêmes travaux durant 10 ans. Et il y a un maximum 90% du montant facturé des travaux éligibles hors TVA. Alors les montants des primes diffèrent également selon les catégories de revenus. Il en existe 3. Elles sont basées sur le revenu imposable globalement, donc qu'on peut retrouver dans l'avertissement extrait de rôle, et sont repris toutes les personnes majeures qui sont sur la composition de ménage. Donc la catégorie 3, c'est la préférentielle, c'est-à-dire là où les aides sont les plus importantes. Donc les revenus doivent être inférieurs à 43 000 € par an. On a ensuite la catégorie 2, où là c'est entre 43 000 et 85 800 €. Et pour finir, la catégorie 1, la moins avantageuse, qui est de tous les revenus supérieurs à 85 800. Alors, ces revenus sont majorés en fonction de si on est une personne isolée et qu'on a moins de 35 ans, il faut les majorer de 5 000 €. Il y a également si le ménage est composé de plus d'une personne. Et là, il faut les majorer par contre de 15 000 €. Voilà. Ça reprend. Donc, catégorie 1, on se retrouve, s'il y a 2 personnes qui vivent dans le ménage, à 58 000 €. 58 000 € au lieu des 43 000 €. Donc, voilà. Alors, la région a mis en place un simulateur en ligne. Il faut juste faire attention que ce simulateur n'est là qu'à titre indicatif et ne tient pas compte surtout du plafond des 90% des coûts éligibles qui figurent sur la facture. Donc, ça permet de situer, le ménage bruxellois, plus ou moins le montant des primes qu'il pourrait bénéficier. Mais il faut faire attention que c'est qu'à titre indicatif. La procédure. Alors, la demande doit être introduite uniquement via Irisbox, qui est le guichet électronique en région bruxelloise. Donc, c'est en ligne. Donc, c'est via un lecteur de cartes, si c'est par carte d'identité, ou via It's Me, qu'on peut se connecter. Alors, il faut avoir un numéro de compte belge et toutes les factures doivent être au nom du demandeur. Il faut faire attention à cela. Un mandat est également possible. Oh là là! Il y a eu un problème au niveau des slides. Bon, je rebondis. Voilà. Alors, le processus de demande de prime. Donc,
il faut d'abord réaliser les travaux. Une fois que les travaux sont finis et qu'on a la facture de solde, à dater de cette facture de solde, on a 12 mois pour introduire le dossier, et cela via Irisbox. La décision de l'administration se fait normalement dans les 90 jours, je dis bien normalement, elle est beaucoup plus longue actuellement, et le versement du montant de la prime se fait dans les 2 mois, suite à l'octroi. Par contre, je ne sais pas revenir en arrière. Quelqu'un peut m'aider? Mais ça ne fait rien, je vais rebondir. Parce qu'il y a les documents requis. Ah oui, excusez-moi. Alors, merci. Alors, les documents requis pour faire une demande de prime. Donc, c'est une liste non exhaustive, mais c'est pour vous donner un aperçu. Alors, on a l'attestation d'entrepreneur, information générale, qui doit être introduite, l'attestation d'entrepreneur, volet technique, facture détaillée au nom du demandeur, les preuves de paiement, la composition de ménage, l'avertissement extrait de rôle. Pour certaines primes, il faut également l'extrait de matrice cadastrale et 3 petits points. Donc, en fonction du statut du demandeur, il faut certains documents supplémentaires. Donc, chez HomeGrid, on a fait une petite fiche info qui reprend en fonction du statut de demandeur quels documents doivent être introduits. Voilà, hop. Bon, voilà, on a créé des outils tels que la synthèse des primes. J'en ai pris une 40aine pour ceux qui sont intéressés. On a également des infofiches sur la liste des documents requis, comment introduire une demande de prime, comment introduire un complément, comment les copropriétés, la procédure pour l'introduction de leur prime également. Donc tout est sur notre site internet, mais également on a également un guichet du mardi au vendredi et on a une permanence téléphonique ainsi qu'un formulaire de contact pour toute question par mail. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas envoyé ça de cette manière, je pense. Donc, je pense avoir tout vu. Oui. Oui. Excusez-moi, je check juste pour voir si tout a été... Donc, voilà, concernant les primes rénovation. Merci, Shaima. Donc, à Bruxelles, on voit qu'on a un système de primes qui est ouvert aux locataires. Le montant des primes est plus favorable aux bas revenus, donc c'est bien. Mais ce que je note, comme ça, à la grosse louche, c'est que c'est un accès, une demande en ligne, ce qui peut constituer un frein pour certains demandeurs. Mais c'est pour ça il y a un qu'on guichet est nombreux, et une permanence. Oui, on est nombreux sur Bruxelles en tant qu'association à proposer des attelles numériques pour aider, pour introduire avec la personne les demandes de primes. Donc il y a un soutien à la demande de primes. Nu geef ik het woord aan Roel Vermeeren. Oui, je donne la parole à Roel Vermeeren. Merci, je m'appelle Roel, je travaille à l'agence donc énergie climat côté flamand. Alors, je vais brièvement vous expliquer les grandes lignes de notre système de primes. Oui. Le slide, c'est un petit peu des slides moins importants. Je vais juste me limiter à l'essence. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut augmenter la qualité de l'habitat, économiser l'énergie et inciter les personnes à faire les investissements nécessaires. Alors, le défi avec un tel système, c'est que ça doit être simple, financièrement intéressant. Donc, les interventions doivent servir à convaincre les personnes à procéder aux travaux. C'est pour ça qu'on a voulu un système qui chapeaute le tout, qui est axé client et attractif. Donc, on chapeaute le tout parce que c'est la qualité de l'habitat, des logements et les prestations énergétiques. Donc, il y avait les primes à la rénovation et les primes à l'énergie. On a fusionné ça dans un système.
Alors, axé sur les clients avec un système simplifié. Bon, c'est pas toujours simple parce qu'il y a toute une série de conditions à remplir et avec des preuves, etc. Mais on essaye avec la numérisation de simplifier. Alors, attractif, des interventions dépendent du revenu. Plus le revenu est bas, au plus haut plus élevé sera la prime. Alors, pour quelle catégorie de travaux? Il y a des travaux qui concernent la qualité du logement d'énergie, donc isoler, rénover un toit, un sol, l'enveloppe extérieure, des châssis de fenêtres et portes, ou alors pour la qualité de l'électricité, les sanitaires, rénovation intérieure, et puis les travaux purement énergétiques, donc axé sur les installations, pompe à chaleur, chauffe-eau, pompe à chaleur et boiler solaire. Alors, il y a toute une série de slides que je ne vais pas présenter parce que ça devait être une présentation brève, mais ceci est tout de même important. Ce sont les types de demandeurs. Il y a tout d'abord les propriétaires occupants. Donc, il y a son logement comme résidence principale. Et là, les primes sont données selon le revenu et la situation du ménage. Puis, côté flamand, il y a aussi des propriétaires privés qui louent à une AIS. C'est donc une forme de location sociale. Et eux ont toujours droit aux primes les plus élevées, parce qu'on veut encourager ça. Donc, il peut s'agir de personnes physiques ou de personnes morales qui louent, donc qui mettent en location à une AIS. Et puis, il y a les non-propriétaires occupants qui investissent dans les bâtiments, logements ou autres. Et là, le revenu n'est pas un critère, mais ce sont les primes les moins élevées. Alors, comment on va déterminer le revenu? On va regarder tous les propriétaires occupants et les partenaires légaux. Et puis, on regarde la composition du ménage, donc par catégorie, personnes isolées, cohabitants. Et ensuite, on va regarder le revenu. Alors, on va prendre l'avertissement extrait de rôle, le plus récent. On essaye d'automatiser le plus possible. Et donc, on fait appel à des bases de données existantes qu'on peut consulter. Alors, pour quel type de bâtiment? Il s'agit de bâtiments existants. Ils doivent être situés à la région flamande, avoir au moins 15 ans. Ça, c'est la définition des bâtiments pour lesquels on peut demander des primes. Ils doivent être, bien sûr, connectés au réseau électrique. Et alors, pour les pompes à chaleur et les boilers solaires, il y a encore un certain nombre de conditions plus spécifiques. Alors, les primes, ce n'est pas pour les nouvelles constructions. Là, il y a une réglementation très stricte parce que, de toute façon, les prestations énergétiques seront optimales. Alors, c'est un peu embêtant parce qu'il y a toute une série de slides qui sont trop détaillés. Alors, voilà quelques exemples pour l'application des primes. Il y a un certain nombre de slides qui montrent le contexte global. Excusez-moi. Ceci est beaucoup trop détaillé. Ceci est intéressant par contre. Micro.
Mais là, pas de traduction possible. Non, c'est limité aux propriétaires occupants. Donc, dans le système, la demande se fait en ligne. On a développé un simulateur. Donc, les personnes peuvent voir par le biais du système pour se faire une idée des primes auxquelles elles auraient droit et peuvent ensuite faire les travaux et après coup, sur la base de preuves, introduire une demande. Il y a eu un petit souci avec ma présentation. C'est bizarre. Parce que je vais quand même vérifier si j'ai pas raté les slides. Sur mon GSM, j'ai l'impression que c'est la mauvaise version. Petit instant. Non, parce que ce qui est essentiel dans ce système, c'est qu'on prévoit les interventions sur la base du revenu. Il y a différents groupes cibles qui sont définis. Et le groupe avec le revenu le plus élevé n'a droit qu'à des interventions pour des travaux économiseurs d'énergie. Et donc là, les montants sont fixés de façon forfaitaire. Et puis, il y a le groupe avec les revenus moyens et puis les revenus les plus bas. Et là, c'est le principe des interventions en pourcentage, dépendant de la hauteur des investissements. Pour les revenus moyens, c'est 35%. Et pour les revenus les plus bas, il s'agit de 50% des investissements. Et ce groupe à revenus bas constitue 68% des ménages. Donc, en Flandre. Donc, c'est un groupe cible assez important qui entre en ligne de compte. Le système fonctionne plutôt bien. On a commencé en 2022 et en soi, il y a déjà eu 300 000 demandes approuvées dans cette période. Donc, c'est tout de même un grand succès. Et c'est un budget total de 400 millions consacrés à ces primes et on voit sur base des analyses que ça marche bien, ce système, et on arrive à atteindre les revenus par plus de la moitié des demandes vient du groupe cible à revenus les plus bas. Et puisque les interventions sont plus importantes, c'est la plus grande partie du budget qui va vers ce groupe cible et c'est bien l'objectif de la réforme du système, c'est justement d'atteindre et de soutenir ce groupe cible. Et en ce qui concerne les soutiens, les personnes peuvent faire appel à 20 maisons de l'énergie où on peut offrir un accompagnement aux personnes. À l'automne, il y aura une forme plus intensive d'accompagnement avec des visites à domicile pour voir aussi l'exécution des travaux. Alors, le système fonctionne bien. On est occupé à faire une analyse pour regarder comment on atteint les groupes cibles de façon plus détaillée parce que il y a aussi la catégorie 3, donc les revenus les plus élevés et puis il y a les revenus les plus bas et on veut voir comment se répartit le recours aux primes par sous-segment pour alors dans un avenir proche prévoir des interventions très élevées pour les revenus vraiment les plus bas, pour encore les atteindre plus. Puis il y a aussi des prêts publics. Mon collègue dans un autre groupe occupé à expliquer le système des prêts. On a des primes avec un intérêt, une réduction d'intérêt et avec un système très intéressant, un financement bullet où des personnes peuvent investir jusqu'à 50 000 euros à des rénovations et seulement après 20 ans, ils devront rembourser le montant
emprunter. Et après, ils peuvent le convertir en prêt avec un remboursement sur 25 ans. Et c'est donc un système très intéressant pour les groupes cibles fragilisés. Excusez-moi pour les slides, je ferai en sorte qu'on diffuse la bonne version parce qu'il y a plus d'informations sur les groupes cibles et les revenus. Mais s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Mélange. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, désolée pour ce problème. Merci pour cette présentation. Je retiens notamment que les bailleurs qui passent par une agence immobilière sociale ont droit aux primes les plus hautes. Donc c'est aussi un souci de justice sociale. Donc on voit que les 3 régions tentent de rendre les primes plus accessibles aux personnes aux plus bas revenus, notamment les locataires. Je vais maintenant inviter Benoît et Jessica de ATD Carmonde à réagir. Je vous laisse la parole. Je coupe mon micro. Je ne sais pas. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Alors bonjour, moi je m'appelle Jessica et je prends la parole avec Benoît. Nous habitons tous les deux à Liège et nous avons préparé notre intervention avec un groupe d'une quinzaine de militants du mouvement ATD Carmonde, venus de différentes régions de la Belgique. Nous nous exprimons donc à leur nom. Nous nous sommes d'abord posé une question. C'est quoi un logement durable? Cette question est essentielle puisque les primes à la rénovation visent précisément à rendre un logement plus durable. Ceux qui octroient des primes pensent d'abord à une bonne isolation, à des châssis, à un double vitrage, à des panneaux solaires, à des chaudières à meilleur rendement ou à des matériaux respectueux de la nature, ou encore à des prêts avantageux qui permettent de financer des travaux. Pour nous, un logement durable ne peut être durable que si tous les habitants du pays, sans exception, disposent durablement d'un logement décent. C'est d'ailleurs inscrit à l'article 23 de la Constitution. Mais en réalité, on est loin, on en est très loin. Il suffit de se promener en rue, dans n'importe quelle ville du pays, pour constater qu'un nombre de plus en plus important de personnes dorment à la rue. Beaucoup de familles que nous connaissons doivent déménager souvent, parfois même plusieurs fois par an. Elles sont hébergées de façon précaire. Je pense par exemple à cette famille de 5 enfants hébergés provisoirement dans une maison du CPAS de Liège. Elle doit quitter son logement de transit dans 15 jours et ne sait toujours pas où elle doit aller. Si je lui parlais d'une prime à la rénovation, elle me répondrait, et avec raison, ce n'est pas pour nous. Cette famille n'est pas un cas isolé. Pour les nombreuses familles qui vivent dans la même insécurité du lendemain, un logement durable, c'est d'abord un logement où on peut durablement vivre, sans crainte d'être mis dehors à tout moment. Ils font donc un bail écrit qui protège le locataire. Cependant, des propriétaires refusent de faire un bail écrit. Nous, on en est désarmés face à ce refus. On n'a pas le choix, surtout si on doit déménager en urgence. Les gens qui ont les moyens déménagent pour aller vers un mieux. Nous, trop souvent, on déménage en catastrophe. Et ce n'est pas pour un mieux. N'oubliez pas que dans le privé, les propriétaires refusent systématiquement des candidats locataires qui dépendent du CPAS ou qui sont des allocations sociaux. Par ailleurs, quand on est sur une liste d'attente pour un logement social, cela dure des années. Un logement durable, c'est aussi un logement sécure et salubre, où on peut vivre en bonne santé. Que de fois, nous acceptons un logement inadapté, sans le moindre confort, qui ne répond pas aux normes de sécurité. Un logement qui est terriblement humide, avec des traces de moisissure sur les murs. Mais nous n'osons rien dire. C'est ça, ou c'est la rue pour nous aussi.
Et se retrouver à la rue pour nous, pour des parents, c'est risquer de voir ses enfants placés. Cela permet à des propriétaires de ne pas respecter les règlements et de louer des logements insalubres, c'est sans risque pour eux et en toute impunité. Vous m'entendez? Oui. De nombreuses primes sont réservées aux propriétaires de logements. Des prêts avantageux sont octroyés à des personnes à faible revenu qui veulent devenir propriétaires. Dans notre groupe de préparation de 15 personnes, une seule a réussi à devenir définitivement propriétaire de la maison qu'elle habitait. Un couple qui a un couple qui a pour tout revenu une allocation de la Vierge Noire a pu accueillir un bungalow, un caravane dans un camping permanent en principe réservé aux vacanciers. Comme beaucoup d'autres, il avait signé un contrat de location avec option d'achat. Mais il est un des rares à avoir pu payer le montant mensuel pendant toute la durée du contrat. Une autre participante avait acheté avec son mari une maison grâce à un emprunt hypothécaire, mais suite à une séparation, elle a tout perdu. La banque a mis la maison en vente forcée et elle s'est retrouvée avec des dettes. Donc pour nous devenir propriétaires, même avec les aides, reste une exception. Les primes ou subsides réservés aux propriétaires laissent par définition de côté ceux qui n'accèdent pas à la propriété. Ceux qui sont doublement lésés, ils ne bénéficient pas de primes. Et par ailleurs, des propriétaires qui font des rénovations, grâce aux primes en profitent souvent pour exiger une augmentation du loyer. Même si normalement ils ne peuvent pas, à partir de cet exemple, nous voyons que des primes accordées aux propriétaires de logements loués peuvent se retourner contre le locataire. De même, le bail peut être résilié et les propriétaires entreprennent des travaux importants de la rénovation. Ici, le locataire est victime. Comment éviter ces effets pervers, puisque les primes soutiennent en principe les ménages ou locataires à faible revenu. Faut-il encadrer le loyer? A-t-il d'autres perspectives? Benoît vient d'expliquer pourquoi les primes réservées aux seuls propriétaires peuvent se retourner contre les locataires, surtout les plus vulnérables. Il faut donc, en bonne logique, que les locataires aient accès à ces primes. Ce qui devrait être systématiquement le cas, seront-ils pour autant assurés d'en profiter? Non. Je pointe différents obstacles. Il faut d'abord qu'il y ait un bail dans la durée. Nous avons vu que plusieurs d'entre nous n'ont pas de bail écrit. Comment demander une prime si le propriétaire refuse de donner un bail, ou s'il ne donne pas son accord pour l'octroi de la prime, ou encore s'il assortit son accord à une augmentation du loyer. La plupart d'entre nous ignorent que des primes sont possibles et ne les demandent pas. Ainsi, par exemple, en Wallonie, le fonds qui aide les personnes à acheter des appareils permettant d'économiser la consommation d'eau est très peu utilisé, à peine 8%. Ceux qui sont au courant de l'existence d'une prime doivent remplir des formulaires avec des mots incompréhensibles, suivre le dossier administratif, faire des démarches compliquées. Il faut en outre un minimum de connaissances techniques pour savoir ce qu'il faut faire. Cela laisse de côté ceux qui ne savent ni lire ni écrire ou qui ne parlent tout simplement pas la langue de notre région. De nombreuses primes ne sont octroyées que si les travaux sont réalisés par des corps de métiers agréés. Cela veut dire qu'il faut d'abord payer les travaux et qu'on est remboursé après. En d'autres mots, si on n'a pas une grande épargne, la prime vous passe sous le nez. Suite à ce qui a été dit au nom des militants de karaté Médimonde, du Quart-Monde, pardon, voilà, excusez-moi, c'est pas grave, c'est la première fois au cas où. Je voudrais dégager quelques pistes de réflexion pour soutenir les ménages et les locataires à faible revenu. Pour qu'ils accèdent à un logement durable, il faudrait 1. Mettre définitivement fin à la pénurie du logement. Tant qu'il n'y a pas assez de logements décents pour tous les habitants du pays, les propriétaires profiteront de la situation et il y aura des abus. Nous sanctionnons, nous demandons donc d'abord une chose très simple, que les lois en matière du logement soient respectées. 2. Donner priorité aux primes qui sont accessibles aux locataires.
comme par exemple la prime Mébar en Wallonie, mais en veillant à ce que ceux qui sont amenés à souvent déménager ou ne rentrent pas dans les cases ne soient pas laissés de côté. Eux aussi devraient pouvoir bénéficier des primes à la rénovation. 3. Mieux informer les locataires et les accompagner dans leur démarche pour obtenir une prime. De bonnes pratiques existent, mais il faut les généraliser. 4. Trouver des solutions pour que celui-ci qui demande la prime ne doive pas faire avancer les frais. Si, comme dans certains cas, on se permet à la personne d'effectuer des petits travaux, elle-même sans passer par des firmes à créer, encore il faut qu'elle soit compétente pour les exécuter. Un accompagnement technique doit être possible. Enfin, voici 2 recommandations. Avant de mettre en place un système de primes, réfléchir avec les personnes en situation de pauvreté qui sont censées en bénéficier. Leur expérience est indispensable à une concertation préalable permettant d'éviter de nombreuses erreurs. Évaluer des projets en se référant à la population la plus mal logée et aménager les conditions d'accès pour que cette population puisse en bénéficier. Suite à tout ce qui vient d'être dit, nous sommes persuadés que si les personnes les plus mal logées ne sont pas laissées de côté, ces primes contribueront aux objectifs du développement durable adoptés par l'ONU. Je vous remercie. Merci Jessica et Benoît de nous rappeler que la première chose à faire, c'est de respecter le droit au logement, notamment en luttant contre la pénurie de logements et en assurant à chacun un bail en bonne et due forme et un logement décent. Je vais me permettre un petit écart et demander à nos 3 panélistes de réagir peut-être aux propositions de ATD Carmonde sur, par exemple, le manque d'informations sur certaines primes. Comment est-ce qu'il y a un souci chez vous ou comment on pourrait assurer une meilleure information pour que chacun ait accès aux primes auxquelles il a droit? Et aussi, vous parlez d'une meilleure concertation avec les citoyens, notamment les citoyens en situation de pauvreté. Madame Barthiaud, dans sa keynote, en parlait aussi. Est-ce que quelque chose est prévu dans la conception des systèmes de primes en concertation avec les citoyens et notamment les citoyens les plus démunis? Mais voilà, c'est 2 grosses questions. Et je vais en plus vous demander d'être très bref, comme ça après on peut laisser la parole. Mais on gagne un peu de temps avec l'absence malheureuse de Saskia De Bruyn. Donc voilà. Valentin. Je vais peut-être commencer par la région wallonne, très simplement. La difficulté en région wallonne, c'est la multiplication des régimes de primes et le fait qu'ils sont tous soumis aux mêmes règles et aux mêmes conditions. Ça crée une espèce de boogie-boulga incompréhensible pour les candidats rénovateurs, très simplement. Pour remédier à ça, la région wallonne a multiplié les supports de communication. Donc on a eu des interventions sur LN24, il y a eu des interventions dans les journaux, notamment par le ministre Henry à de nombreuses reprises. Et surtout, on a mis en place des plateformes locales de rénovation et des guichets d'énergie de la Wallonie. Donc je vous parlais des guichets tout à l'heure qui servent de porte d'entrée pour l'accès aux primes Mébar, mais ce n'est pas leur seule fonction. Ils peuvent vous renseigner sur tous les dispositifs de primes et conseiller les candidats rénovateurs dans le choix d'un entrepreneur, sans toutefois le leur imposer. Évidemment, c'est un conseil. Et les guider dans les démarches. Les plateformes locales de rénovation font un accompagnement qui est beaucoup plus direct et qui est un véritable accompagnement social ici. Donc il y en a actuellement 6 en Wallonie, inéquitablement répartis sur le territoire parce qu'il y a des zones blanches. La province de Luxembourg, par exemple, n'en a aucune. Elles doivent doubler normalement au 1er juillet. Donc ça, c'est sur le volet communication. Sur le volet, j'entendais qu'on disait que trop souvent, les travaux de rénovation sont utilisés pour évincer des locataires. C'est un problème qui a été identifié par l'administration. On appelle ça la rénoviction. Donc l'éviction au prétexte de la rénovation du logement, c'est un phénomène qui a été identifié par l'administration, qui est en train de développer des outils, des méthodes pour pouvoir l'éviter, en particulier dans le futur, puisque nous serons probablement amenés à réformer les primes dans le cadre de la nouvelle législature. Et comme ça, c'est ce à quoi je pense, pour répondre aux interpellations. Ok. Shaima ? Oui. Donc en matière de communication, la région a fait sa pub dans les métros. Mais voilà, je ne peux pas répondre plus que ça, puisque je viens du terrain, donc de l'associatif. Et c'est vrai qu'il y a un tissu associatif en région bruxelloise qui essaye de sensibiliser. Mais c'est vrai qu'on ne touche pas forcément ce public. Il y a le réseau Habitat
qui fournit un travail de proximité avec les Bruxellois et qui touche, je pense, beaucoup plus aux personnes précaires. Que nous sommes une ASBL sur toute la région bruxelloise. Nous touchons également, mais c'est vrai qu'on ne fait pas de pub spécialement. Et ce qu'on voit, le public qu'on aide, en effet, c'est surtout des revenus moyens et des hauts revenus. On ne touche pas assez. C'est pas qu'on ne touche pas du tout, mais pas assez. Ok, merci. Frode? En Flandre, on travaille via la communication. De par la nature de nos régimes de primes est basé sur les revenus pour essayer de faire arriver le message chez le public cible. D'autre part, nous avons également 20 maisons énergétiques réparties sur toute la Flandre où tout citoyen peut s'adresser pour les informations, les conseils, les accompagnements dans diverses formes d'intensité aussi. Bien sûr, 20 énergies maisons pour 300 communes, ce n'est pas beaucoup. 20 sur 300, on peut atteindre les 300 communes qui ont une zone assez importante, ce qui ne fait pas l'accessibilité top pour chaque citoyen. Donc, c'est un modèle qu'on devrait faire évoluer vers des guichets le plus proches possible chez la maison de l'habitant. On y tend, donc, mais ça pourrait encore évoluer énormément et l'offre pourrait évoluer dans ces maisons énergétiques également. Donc, on peut encore y travailler avec le personnel qui y est présent avec une expertise supplémentaire sur le travail avec des groupes cibles vulnérables. Ça se fait déjà, mais tout cela, je pense qu'il faut voir cela dans un modèle de croissance, sachant que nous avons encore 90% des logements qu'on devrait rénover encore, parce que d'autre part, vous avez aussi le groupe cible des locataires, où dans le secteur des locataires, c'est très difficile de convaincre les propriétaires de rénover. Mais là, on mise à terme avec un cadre de normes plus strict pour que les propriétaires soient obligés de rénover leur maison au niveau énergétique également. Et là, on espère de faire bouger les choses. Mais c'est vraiment un système problématique. C'est un problème de système. Donc, la vision, il y a encore une population croissante. Ces 10 prochaines années, besoin de plus de maisons sociales, plus petites aussi. Donc, il y a des clés qui sont là, disponibles, mais c'est une affaire pour les politiques pour utiliser les bonnes clés, les bons leviers pour régénérer des solutions avec un impact considérable. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, mais c'est une question de prévoir les bonnes capacités, la bonne intensité pour atteindre le public cible le plus vulnérable et défavoriser donc les budgets qui sont destinés à la rénovation des logements pour ne pas le voir comme des coûts, mais comme un investissement comme il est clairement stipulé dans la présentation de la professeure Barcio. Ce sont des investissements avec un retour sur investissement très élevé si on tient compte des avantages qui sont liés à cela. Merci. Je vais revenir sur ma question sur la concertation avec les citoyens. Donc, vous avez présenté 3 systèmes qui ont été réformés récemment, puisque le système des primes existe depuis longtemps. Ici, il y a eu une réforme des primes. Est-ce qu'au cours de cette réforme, il y a eu de la concertation avec les bénéficiaires des primes, donc les citoyens, et notamment les citoyens les plus précaires, où ça n'a pas pu être réalisé? Alors, sur la réforme des primes que nous avons menée et qui est rentrée en vigueur le 1er juillet, la volonté est sortie d'une réunion du gouvernement wallon, finalement, dans le cadre des discussions budgétaires. Et donc, on nous a fixé finalement une feuille de route assez claire sur les objectifs à atteindre. Et il fallait travailler très vite. Et donc, on n'a pas organisé de concertation, sinon les concertations habituelles, à savoir solliciter les avis du Conseil d'État et solliciter les avis des pôles énergie et logement qui sont indépendants, mais qui ne sont pas composés de membres de la société civile, à proprement parler. Néanmoins, il y a quand même des réflexions
qu'on apporte nous-mêmes en tant qu'administration, simplement parce que si je prends mon expérience personnelle, je travaille comme juriste au service des primes, mais je m'occupe aussi du contentieux. Et donc, quand on refuse une demande de prime à quelqu'un, sa contestation arrive chez moi, et donc je peux voir les raisons qui ont conduit au refus de la prime et les circonstances que la personne m'oppose en me disant écoutez, je vis telle situation. Donc ça, c'est des informations que nous, on reçoit et qu'on fait remonter de toute façon, évidemment, au pouvoir politique, mais in fine, c'est le politique qui prend la décision. Donc sur la réforme des primes en particulier, il n'y a pas vraiment eu de concertation, mais si je voulais prendre l'exemple, on évoquait tout à l'heure, Mme Barthaud évoquait le PACE, donc le plan Air, Climat, Énergie, qui fixe des objectifs très clairs en 2036, en 2050, etc. Et elle disait très justement que la feuille de route, que l'opérationnalisation, les textes qui doivent mettre en œuvre ce PACE ne sont pas encore adoptés. En effet, ils sont en cours de discussion, on y travaille. Et par contre, l'élaboration de ces textes-là, la société civile est vraiment impliquée, à savoir le secteur de la construction, beaucoup d'interventions des CPAS, de l'Union des villes et des communes de Wallonie. J'ai remarqué aussi une grosse préoccupation du gouvernement wallon à entendre justement les situations particulières des personnes en situation de précarité. On a aussi inclus par exemple des rapports de la Fondation Roi-Baudouin qui fait un travail très très important à ce niveau-là et très bien détaillé, très, très précieux pour nous pour pouvoir prendre nos décisions de politique publique. Mais donc voilà, pour les primes, pas en particulier, mais par contre pour ce qui est à venir, donc dans la réalisation du PACE, là ça prend une dimension qui est vraiment indispensable et là les partenaires sociaux et environnementaux sont impliqués et la société civile plus largement également. Merci. Je suis désolée, je vous prends en cours avec ces questions qui n'étaient pas prévues, mais je rebondis sur l'intervention des militants d'ATD Carmonde. Shaima ? Alors, en région bruxelloise, je ne pourrais pas vraiment vous dire si voilà, il y a eu une concertation, mais l'objectif était de simplifier les primes. Il y avait 3 primes différentes avec des demandes différentes, des procédures différentes. Donc, l'idée était de simplifier. Maintenant, la région bruxelloise a mis beaucoup de moyens dans le tissu associatif également pour accompagner tous les ménages bruxellois gratuitement dans la rénovation, dans la compréhension des primes et informer. Donc vraiment, chez Home Grid, on a un guichet, ce qui est encore très rare, du mardi au vendredi, même le samedi. On est accessible par téléphone, on répond aux mails. Donc on est quand même une grosse équipe. Il y a d'autres, comme je disais, Réseau Habitat également, qui travaillent sur le terrain. Et je dois en oublier probablement. Mais voilà. Merci. Pour la Flandre, les primes à la rénovation, comme ça existe, a été créé pendant la législature précédente en Flandre. Je ne peux pas dire qu'il y a là une consultation spécifique, qu'il y a eu ou un projet de réglementation, par exemple. Je ne peux pas dire qu'il y en a eu. Mais ce que nous avons, par contre, c'est un fonctionnement continu où, avec les parties prenantes, nous allons collaborer de manière structurelle. La lutte contre la pauvreté énergétique, entre autres avec les utilisateurs, via SAMO, l'organisation SAMO, avec qui on a fait un projet des experts du vécu dans la pauvreté énergétique. Avec cette agence, on a une participation structurelle pour donner des subsides. C'est une tradition qui existe depuis belle lurette, avec une belle présence ici de ce groupe SAMO, donc où nous avons dispersé les idées et nous allons vérifier ces idées par rapport au terrain avec les réactions qu'on reçoit du groupe. On va le faire monter au niveau politique, mais comme tu viens de dire, pour la région Wallonne, vous avez la logique politique derrière qui prend les décisions avec le timing, les échéances. Il n'y a pas toujours explicitement, pas beaucoup de place pour la consultation au beau moment. Voilà pourquoi il est important d'avoir une collaboration structurelle avec les partenaires dans le cadre du fonds climat et plan climat énergétique. On va essayer de faire une consultation du public plus élargie cette année-ci, dans l'automne. Et là, c'est une condition de l'Europe pour pouvoir accorder ces moyens et de les utiliser dans les États membres. Donc ça, c'est vraiment bien que, partant de cadres de la réglementation, qu'on oblige les États membres et de prendre les résultats dans les présentations qui reviennent, qui sont relancées vers l'Europe pour pouvoir utiliser ces moyens. Merci. Je vais vraiment pas
vraiment ancrer la concertation. Donc la concertation avec la société civile est vivace en Belgique et les 3 régions y ont recours, le fédéral aussi, mais la concertation avec les citoyens, c'est encore un gros chantier et il faut vraiment convaincre les politiques que c'est important, que c'est utile et que ça prend du temps. Et donc prévoir ce temps dans la genèse des projets. Mais voilà, maintenant je propose... j'ai vu une main se lever là, donc je propose que ce soit la première question et après j'ai une personne avec des micros, donc je propose que vous vous présentiez brièvement et que vous parliez de votre... vous posez votre question en disant à qui elle s'adresse. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc Sébastien Barrault, je travaille au CAFA, qui est une ASBL du réseau Habitat, dont Chaïma a parlé tout à l'heure. Donc je voulais vous expliquer en 2 mots ce que c'était, et en effet j'ai aussi une ou 2 questions. Mais donc le réseau Habitat, ce sont 9 associations qui travaillent dans 8 communes bruxelloises, donc des communes plus pauvres, comme Molenbeek, Anderlecht, Schaerbeek, Saint-Gilles. Voilà, il y en a 4 autres, Bruxelles-Ville aussi. Et donc, on est sur le terrain, donc on fait le travail que HomeGrid fait, mais avec une spécificité plus d'accompagnement avec un public plus précaire, sur le terrain, donc avec les acteurs locaux. On travaille aussi dans le cadre des contrats de quartier, contrats de rénovation urbaine, qui donc permettent de développer toute une série de projets dans les communes sur des périmètres bien définis. On a en général un agent de développement local intégré qui, lui, est sur le terrain non-stop et qui fait le lien entre notre service de conseil en rénovation énergie et le citoyen. Les conseillers en rénovation ont des profils en général d'architectes ou d'ingénieurs. Et donc, on fait des visites techniques et on aide les gens à introduire les dossiers de demande de prime. On fait des audits, voilà, toute une série de choses. On fait du porte-à-porte dans certains cas. Donc, on va vers les gens, on fait des stands dans l'espace public. Au niveau communication, donc on utilise tous les canaux possibles. On va sur le terrain. Nous avons des permanences régulières également. Donc voilà, donc HomeGrid travaille plus au niveau régional et nous au niveau local. Donc je voulais dire qu'il y avait quand même des choses qui étaient faites. Maintenant, on voit que ça ne suffit pas. Hein. Donc au niveau des primes, on regrette énormément la suppression des avances qui étaient faites dans les systèmes précédents. Et donc au niveau du prêt éco-réno, des crédits éco-réno aussi, donc aujourd'hui il n'y a plus de taux à 0%. Donc du coup, toute une partie du public ne fait pas appel à ce genre de service. Voilà, donc je pense qu'au niveau politique, il y a quand même énormément de choses à faire pour rénover le logement bruxellois. Alors on est dans des réalités différentes aussi par rapport à la Flandre et la Wallonie. À Bruxelles, on a 60 à 70% de locataires. En Flandre, c'est 70% de propriétaires occupants. En Wallonie, c'est plus ou moins 60%. Donc on a beaucoup de copropriétés aussi. On a des contextes compliqués. Les copropriétés, c'est quand même assez difficile de s'y attaquer au niveau rénovation. Et stimuler les propriétaires bailleurs, évidemment, on se doute bien tous que c'est compliqué. Voilà, et ma question, alors j'avais une question pour Monsieur Piotto. Donc j'avais vu dans la présentation de la chercheuse précédemment qu'à partir de 2036, il serait interdit d'habiter dans les logements de classe F ou G en Wallonie. Donc je voulais savoir si c'était réel et qu'est-ce que du coup il était prévu pour toutes les personnes qui vivent dans ces logements-là et qui n'auront plus le droit d'habiter dans leur logement. Alors là-dessus, je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse claire et nette, d'accord ? Donc le travail réglementaire et légistique sur ça a débuté. Il a dû être interrompu en raison de la cessation d'activité du gouvernement, qui est entré en affaires courantes.
Donc ce qui avait été élaboré sous le gouvernement sortant, on le conserve évidemment. Maintenant, c'est au prochain gouvernement de prendre des décisions sur toutes les mesures à prendre, à adopter pour la justice sociale finalement. Hein. Donc interdire les labels F et G à partir d'une certaine date, c'est ce que prévoit le PACE. Maintenant, le PACE ne prévoit pas explicitement le PACE ne prévoit pas explicitement de mesures transitoires ou de mesures particulières pour les publics les plus impactés et qui n'ont pas vraiment de levier et de moyens d'autres solutions. Donc là-dessus, je ne vais pas pouvoir vous donner de réponse particulière parce que le travail a commencé en interne, il est resté en interne, il n'est pas passé au gouvernement et donc c'est le gouvernement wallon qui va prendre ses fonctions, qui devra finalement fixer les objectifs, nous donner une feuille de route les objectifs à atteindre. Nous ferons une proposition de texte qui devra prendre en compte toutes ces dynamiques. Maintenant, nous avons déjà reçu les avis de la société civile, du secteur associatif. On sait ce qu'en pense MBuild, on sait ce qu'en pense l'Union des communes de Wallonie, on sait ce qu'en pense la Fondation Roi Baudouin, on sait ce qu'en pensent les associations de copropriétaires, les représentants, le syndicat des propriétaires, on sait ce qu'en pensent les locataires. Donc on prend tout ça et notre travail consiste finalement à essayer de faire en sorte que le texte puisse prendre en compte toutes ces considérations, mais c'est extrêmement complexe. Donc maintenant, à ce stade-ci, je ne peux pas vous donner de réponse parce que les textes simplement n'existent pas encore. Ok, merci. Et une question pour Monsieur Vermeulen, pardon. Donc c'était pour savoir si, alors j'ai peut-être pas bien compris dans la présentation, mais s'il y avait une avance pour les travaux ou pas en région flamande. Nee, er wordt niet met voorstellen. Non, on ne travaille pas avec des avances. La prime n'est payée qu'une fois que les travaux ont été exécutés et que les factures ont été introduites comme preuve. Mais dans le système des financements bullet, là, c'est un peu différent. Là, c'est un montant qui est disponible et qui est alloué à l'entrepreneur qui exécute les travaux. Et donc là, le problème de préfinancement est résolu puisqu'il est ancré dans le système. Ce n'est pas encore disponible à grande échelle. Nous espérons pouvoir développer ce système parce que c'est quand même un grand groupe de propriétaires qui n'ont pas de capacité d'amortissement supplémentaire parce qu'ils ont déjà un prêt. Et donc, mais c'est une manière de pouvoir procéder à des travaux. Merci. J'ai vu 2 mains se lever à l'arrière. Je ne sais pas. Ces 2 mains se sont levées tout de suite après, donc je vais leur donner enfin, je ne donne pas la priorité aux mains, mais aux 2 personnes qui lèvent la main plutôt. Et après, on reviendra à l'avant de la salle, si ça vous va. Vous avez un micro? Ja. C'est Ria, désolé, c'est 2 personnes encore plus à l'arrière. Désolée. Voilà. Merci beaucoup. Je suis Anna Bajami, je travaille pour FEANSA, la fédération des organismes qui travaillent avec les sans-abri. Et désolée, le français n'est pas ma langue maternelle, mais j'essaie de tout de même faire ma question en manière décente. Je voudrais demander si vous disposez des données ou des informations sur qui reçoit les subventions et quelle est la répartition des ménages aidés et le montant de l'aide par groupe de revenus dans les différentes régions. Et quels sont les ménages qui demandent l'aide le plus fréquemment et quel est le montant de l'aide qu'ils reçoivent. Parce que dans mon travail, j'ai analysé des autres aides dans des autres pays et même s'il y a une essaie d'aider les ménages les plus faibles, le résultat est souvent que les ménages plus aisés peuvent faire des rénovations plus grandes. Donc à la fin, c'est eux qui reçoivent un montant plus grand que les pauvres, même s'ils essayent de subventionner les pauvres. Et j'ai aussi une question pour Monsieur Piotto. J'ai pas bien compris. Est-ce que la subvention est payée directement pour les
ceux qui font le travail, ou c'est d'abord la famille qui doit payer la facture et c'est la famille qui recevra plus tard l'argent. Je ne sais pas si c'est bien compréhensible. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être commencer par votre seconde question. Bonjour d'abord. Pour la seconde question, en fait, la facture est adressée par l'entrepreneur aux services régionaux, puisque c'est la région qui passe le marché public pour la prestation pour la réalisation des travaux. Et donc, le service public va octroyer le subside sur cette facture, et c'est le solde qui sera pris en charge, s'il y a un solde, par le bénéficiaire de la subvention MEBAR 2. Voilà. Sur la première question, donc sur les statistiques finalement de demande, alors ces statistiques, on pourrait les obtenir. Maintenant, avec la multiplication en Wallonie des régimes, on aurait des résultats très intéressants et très différents en fonction de la prime. Si je prends en exemple la prime habitation que je n'ai pas présentée dans les détails et qui, elle, est basée sur la réalisation d'un audit énergétique, comme c'est des travaux de très grande ampleur qui sont souvent réalisés par paquets, on appelle ça des bouquets à l'époque, c'est des travaux qui sont extrêmement coûteux. Donc on va constater souvent que le public qui y fait appel aura tendance à être dans des catégories de revenus supérieurs ou intermédiaires. Par contre, évidemment, les primes comme la prime chauffage que je vous ai présentée tout à l'heure, qui sont des primes à l'investissement finalement, ou pour l'installation d'un poêle à pellets, on va avoir une très très grande disparité de profils qui vont y faire appel. Il va y avoir des hauts revenus, il va y avoir des revenus modestes et il va y avoir des revenus intermédiaires. La difficulté aussi qu'on a en Wallonie, c'est que, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais comme dans les autres régions, nous avons des primes qui sont proportionnelles aux revenus, donc ça prend en charge quand même, ça prend en compte, il y a une forme de justice sociale, ça prend en compte les revenus des demandeurs pour la prime, mais on se base sur les revenus imposables au niveau de l'impôt des personnes physiques, avec la conséquence délétère suivante, qui est que si vous pouvez avoir un revenu imposable faible, tout en n'étant pas pauvre. Les personnes indépendantes, par exemple, peuvent avoir un revenu faible puisqu'elles s'octroient peu de salaire finalement, alors qu'en réalité, elles ne sont pas pauvres. Donc tout ça fait qu'il y a une espèce de... il peut y avoir un effet d'aubaine sur les primes, et il y a surtout une vision qui n'est pas forcément très objective, parce que ça va être comptabilisé comme des revenus pauvres, des ménages pauvres, mais en fait, ils ne le sont pas tous dans les catégories de revenus inférieurs. Donc il y a une petite difficulté à ce niveau-là. Donc pour répondre à la question très, très concrètement, les statistiques peuvent exister, elles ne sont pas communiquées comme ça, elles ne sont pas établies de manière systémique, mais bon voilà, si vous souhaitez à la fin de la discussion, je peux en parler avec vous, et je peux tout à fait demander à nos statisticiens de faire une requête pour pouvoir sortir les chiffres qui vous intéresseraient. Merci beaucoup. C'était une question qui était posée à vous trois, oui. Oui, tout à fait. Donc je propose que vous répondiez brièvement, et puis on donne la parole au monsieur Dufond. Alors par rapport aux statistiques, je n'ai pas connaissance de ces statistiques, mais je pense qu'ils doivent exister auprès de la région. Par contre, le système de primes privilégie les personnes à faible revenu. Donc, comme pour la Wallonie, les montants de primes diffèrent selon les catégories de revenus. Et sur base de mon expérience sur le terrain, la catégorie de revenus 3 et 2, les primes sont assez importantes. La seule difficulté qu'on constate, c'est, comme a dit Sébastien, il faut avancer l'argent. Il faut payer les travaux, faire la demande de prime ensuite, et attendre les sous qui viennent pas forcément très rapidement. Ça, c'est la grosse difficulté. Et également le système de prêt qui a été changé, et il n'existe plus de prêt à 0% en région bruxelloise. Ça, c'est... voilà. Et pour ceux qui n'ont pas les fonds nécessaires, comment ils font alors? Malheureusement, donc il y a un système de prêt qui varie entre 1,5% et 2,5% au niveau des intérêts. Okay. Le système 0% n'existe plus. Donc c'est toujours les plus démunis qui payent la facture alors il faut avancer l'argent. Donc généralement ils ont droit à ce prêt de 1,5%, mais il faut avancer l'argent. Donc ils ont ce prêt, ils avancent l'argent, ils payent les factures, et puis les primes remboursent, et avec ça ils remboursent en partie le prêt. Mais maintenant avec tout ce qui augmente les produits énergétiques, la nourriture et tout ça, les personnes qui ne savent pas avancer, ils ne savent pas faire les travaux alors? Non. Okay. Non. Tu parles là? Oui. C'est ça qui est malheureux, je trouve. Parce que c'est souvent les personnes les plus précaires qui payent pour...
s'ils n'ont pas d'argent, ils ont déjà dur dans la réalité de la vie. Et comment voulez-vous qu'ils aillent chercher, par exemple, s'ils ne fût-ce que 100 euros, s'ils ne savent pas les avoir, ils ne savent rien faire alors. Donc ils payent plus de chauffage, plus d'électricité, donc c'est encore, ils repayent en plus, donc ils sont pénalisés 2 fois alors, si je comprends bien. Ça changera peut-être. Oui, je sais bien que non, ça changera peut-être. Oui. Il y a une directive européenne qui est là. Oui. Il y a une directive européenne. Donc, on va devoir rénover le bâti bruxellois. Donc, le politique, probablement, s'orientera vers d'autres solutions. Voilà, on parle du prêt à 0%, mais bon, ça reste encore... Okay. Voilà. Oui. Je n'ai pas de petite boule de cristal. Merci. Ja, voor het Vlaamse gewest, Pour la région flamande, les données, c'est essentiel pour la préparation de la politique. Mais bon, il y a différentes bases de données. Supposons qu'on prévoit des liens structurels entre bases de données, par exemple les revenus des gens et d'autres bases de données. Par exemple, la différence locataire-propriétaire. Bon, ça peut être intéressant pour préparer la politique, mais ça n'existe pas de façon structurelle. Ce qui existe par contre, c'est des études. Et sur base des études, on peut faire des estimations. Et à cet effet, il y a un steunpunt wonen, logement, auquel on peut faire appel et qui peut mener des études ad hoc. Et on aimerait bien avoir ça pour l'énergie, pour le volet énergie-climat, pour avoir plus de données structurelles disponibles, plutôt que d'avoir que des études disparates ad hoc. Ce qu'on fait, ce qu'on prévoit, c'est un suivi des mesures, parce que on a là les données disponibles et pour vérifier si les objectifs sont réalisés. Bon, après 2 ans de fonctionnement avec cette prime à la rénovation, eh bien, il faut faire une analyse approfondie, voir si le régime de prime atteint bien les groupes cibles. Et on peut voir les différences selon les catégories de revenus. Avec l'université d'Anvers, on a prévu de faire cette analyse. Je lui donne la parole maintenant. Et puis je propose Ria, le monsieur là et vous. Et on voit alors si on a encore le temps de prendre d'autres questions. Je suis désolée, le temps file. Oui, bonjour. Gabriel Ouli, je travaille chez Ombuds Bruxelles, le service de la médiatrice bruxelloise. Rapidement, pour nous présenter, on s'occupe de traiter les plaintes des citoyens vis-à-vis des administrations. On vise à concilier les points de vue entre les citoyens et les administrations et améliorer les processus administratifs. Ma question est la suivante, probablement plus adressée à Omgrade, puisqu'on travaille sur la région bruxelloise, nous, mais s'adresse au final à tout le monde. On constate, par ce qui revient vers nous, que beaucoup de citoyens n'ont pas accès à certaines primes, alors qu'ils y ont factuellement droit, pour plusieurs raisons. D'une part, en ce qui concerne la prime Rénolution, eh bien, le fait qu'elle ne peut être demandée que via Erisbox, via un formulaire qui est quand même assez complexe à comprendre. J'ai moi-même essayé, bon courage. Et donc ça pose un problème de fracture numérique, mais aussi ne fût-ce que de compréhension pour les personnes qui sont peut-être moins lettrées ou ne parlent pas la langue de l'administration. Même, je dirais, pour des agents de chez Omgrade qui peuvent commettre des erreurs et qui, du coup, amènent à ce que certaines personnes n'obtiennent pas des primes auxquelles elles ont factuellement droit. L'administration va leur refuser alors les primes, aussi peut-être pour des raisons parfois de procédure où on aura dépassé d'1 jour le fait de remettre certains documents. Et donc, je m'interroge sur quelle souplesse finalement, toutes les administrations, que ce soit en région bruxelloise, mais aussi wallonne ou flamande, peuvent avoir lorsque, factuellement, une personne est dans une situation où elle a droit à une prime, mais ça lui est refusé pour une raison technique, que ce soit le fait de ne pas avoir coché une case dans le formulaire Irisbox, ou un défaut de procédure finalement minime qui ne remet pas en cause le fait que la personne était dans la situation qui lui permettait d'avoir accès à cette prime.
Alors, c'est tout un public qu'on accompagne. Donc, ce type de public vient chez nous. On fait des attels numériques. Donc, il y a une équipe service incitant financier qui travaille. Malheureusement, on constate la même chose. Tant que la personne est dans les délais, donc c'est à dater de la facture de solde, quand même, on a 12 mois pour introduire le dossier. Donc, l'administration peut soit refuser, donc on réintroduit s'il manquait quelque chose, si quelque chose a été mal coché, toujours en présence de la personne, puisqu'il faut introduire ses données, rentrer sur son compte Irisbox. Il faut également... donc, j'ai un petit trou de mémoire. Donc, soit il y a un refus, soit il y a un incomplet. Tant qu'on est dans les délais, on refixe un rendez-vous. Et selon l'urgence, il y a certaines personnes qui nous appellent 3 jours avant que la date limite ne passe. Voilà, dans la mesure du possible et avec l'effectif qu'on a, on accompagne ce type de personnes. Et voilà, je viens d'apprendre, je viens de faire la connaissance de votre association, donc ce serait intéressant qu'on en discute. Et vous avez parlé de nos agents par rapport à des erreurs qui peuvent être faites, c'est ça? D'encodage ou Exactement, oui. Oui. La prime auquel la personne aurait pu avoir droit est refusée parce qu'elle n'a pas coché dans le formulaire la bonne case à un moment, alors que le contenu du dossier démontre bien que en fait, c'était cette prime-là qui était visée. Oui. Ça, la complexité des primes, ça, je vous l'accorde. Hein. Et, en tout cas, nous, on accompagne ce type de personnes. On n'est pas encore connu de tous, mais voilà, les personnes âgées. Il ne faut pas oublier que voilà, il faut aussi un numéro de compte belge. Il faut une carte d'identité belge. Pas une carte d'identité belge, excusez-moi. Il faut le registre national. Des tas de petites choses où on se rend compte qu'il y a des difficultés. On remonte ça à l'administration. Mais les primes sont complexes. Ça, et notamment lorsqu'on fait beaucoup de rénovations, il ne faut pas oublier qu'au sein même de la prime rénovation, on a 2 services qui analysent ces primes, Urban et Bruxelles Environnement, avec 2 procédures, avec des documents différents. Donc voilà, on comprend, nous, on fait notre possible pour en tout cas accompagner ces personnes. On se rend compte que ça touche les personnes âgées, mais également les personnes... les plus jeunes, etc. Mais c'est complexe, et on est l'ASBL avec d'autres qui sommes sur le terrain. Donc les administrations régionales n'aident pas dans la complétion de ces dossiers. Mais normalement, s'il y a un délai de 12 mois, et que ce soit un refus ou un incomplet, il y a encore cette possibilité de pouvoir réintroduire une demande de prime qui a été refusée. Hein. Mais on pourra en discuter durant la pause. Je suis désolée, mais... Non, pas du tout, Shaima. Pour laisser la parole à ceux qui attendent, je propose qu'on passe à la question suivante. Pendant le lunch, vous pouvez vous poser une question. Je vais devoir frustrer certaines personnes. Donc, j'assure la parole aux 3 que j'ai désignés. Et si on a encore le temps, j'ouvre à d'autres questions. Sinon, adressez-vous aux panélistes pendant le lunch. Désolée, le temps file. Donc, Ria. Je suis Ria de Fakkel Herentals et je vais également aux réunions des experts du vécu. J'ai 2 remarques du vécu des mondes vulnérables, pauvreté. Est-ce qu'à la rénovation, est-ce qu'on tient compte des coûts de suivi? Qu'est-ce que je veux dire par les coûts des conséquences? Parce qu'on habite souvent dans une maison insalubre avec des rénovations importantes, mais là, on trouve un autre problème du coup. Ce qui fait que les budgets sont souvent épuisés et que les gens vivent et continuent à vivre dans un demi-chantier. Et les personnes en pauvreté ont le droit non seulement à un logement, mais à une maison. Je pense que c'est essentiel. Donc ça, c'est la première remarque, un chez-soi. Et deuxième remarque, c'est également, je vois
pour les personnes en pauvreté une anxiété de rénover. Anxiété, par exemple, on fait des travaux d'isolation et le budget est épuisé et un problème supplémentaire est créé alors qu'il y a de la mérule, par exemple, la moisissure. Contre le froid, on peut encore s'habiller, mais contre la mérule, on en devient malade. C'est deux remarques que j'avais. C'est en néerlandais qu'elle va répondre pour André. Pour la rénovation, effectivement, les personnes qui ont peu de moyens, ce n'est pas facile, effectivement, parce que tout doit être préfinancé. C'est un grand problème souvent. Et pour ce qui concerne les différents travaux, malheureusement, et j'ai de l'expérience avec, j'ai travaillé avec l'ASBL de Boulevie, donc j'ai accompagné beaucoup de personnes qui avaient peu de moyens, donc la rénovation se fait étape par étape, ça dure longtemps et les moyens devraient être plus importants pour faire une rénovation globale au niveau de la qualité du logement et au niveau énergétique en une fois, mais là il faut donc les moyens avec une volonté politique. Donc en ce moment, ce que je vois, c'est que tout le monde fait un petit peu, lui se doit arrêter, de nouvelles primes, étape intermédiaire. J'ai des dossiers qui duraient 10 ans pour la rénovation, donc c'est très très longtemps. Mais d'abord, la qualité au niveau de la sécurité, au niveau de la problématique de l'humidité. Et qu'est-ce que ça comprend si vous faites ça par phase, effectivement? Donc vous pouvez pas tout résoudre avec une baguette magique. Donc souvent vous êtes là avec des problèmes supplémentaires comme l'humidité parce que vous n'avez pas les moyens par exemple pour faire une bonne aération. Donc pour moi l'approche doit être différente et plus une approche globale, une rénovation globale et donner les moyens pour. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'accompagnement est important. L'accompagnement, parce qu'effectivement, les primes sont trop maigres. On doit les effectuer par phase. Il faut beaucoup d'accompagnement. Les magasins de quartier, les maisons énergétiques qui accompagnent devraient donc avoir plus de moyens, beaucoup plus de maisons pour les maisons de l'énergie pour faire effectuer cet accompagnement qui a trop peu en ce moment-ci. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, mais il manque. Chez moi, les coûts de conséquences, c'est que parfois, il faut retapisser. Et les personnes en pauvreté, la pauvreté rend malade et malade rend pauvre. Donc, les personnes en pauvreté n'ont même pas les moyens pour retapisser, donc de repeindre. C'est tellement complexe comme problème que, voilà, la rénovation devient multifacette. Que vous continuez à discuter pendant le lunch, je vais donner la parole à monsieur maintenant. Désolée. Michiel Bonte, Ville de Gand, je vous... De la part de la TD Carmont Belgique, je trouve que c'est très important d'avoir ces dimensions-là et je regrette un peu qu'on n'arrive pas, malgré tous les efforts, vraiment à répondre aux questions essentielles, ce qui nous occupe aussi à Gand au niveau local et je pense ce qui préoccupe tout le monde. J'ai deux remarques pour Roel surtout, mais également pour les autres orateurs. Il est clair que la politique n'est pas faite par les personnes qui vivent dans une maison de location. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de choses. Les ministres vivent pas dans les maisons louées. Donc, avec une prime aussi qui évolue, on voit que le modèle des primes a beaucoup de bons côtés, c'est plus intégré, mais surtout au niveau des rénovations de l'appartement, également le marché de location est une tâche aveugle, donc il n'y a pas encore le lien vers le marché de location. Ça demande beaucoup de choses, ça provoque beaucoup de questions. J'ai entendu des choses intéressantes au Bruxelles-Wallonie pour la possibilité des locataires de demander directement des primes à la rénovation. Je pense que
J'espère que ce sera pris en compte dans l'administration en Flandre, également pour les locataires et les propriétaires, comment en faire une histoire plus équitable au niveau social. C'est un grand défi. Autre défi, c'est que la politique doit être plus intégrée, climatique, de logement et social. Et si je parle de Flandre et de Gand au niveau local, on attend beaucoup de choses pour rendre possible cette intégration. Donc, je vois trop peu au niveau flamand. Donc, au niveau climatique, il y a une prime unifiée, mais en fait, il me manque encore une politique intégrée dans l'ensemble où cette dimension de justice sociale est prise en compte. Voilà quelques remarques, surtout au niveau de la dimension de la justice sociale, au niveau de la politique flamande. Je vois évoluer des choses, ça pourrait être plus intégré, le rapport avec les administrations locales, pas seulement les maisons de l'énergie, mais également les administrations locales, les communes. Également, le défi vis-à-vis du marché de location, pas seulement la prime, mais également le financement de ces maisons de l'énergie n'est pas basé sur le marché de location. C'est également lié à des défis politiques. C'est encore des manquements importants que je constate en Flandre. Merci. Oui, je partage votre vision à 100%, mais il n'y a pas de solution miracle tout de suite, je pense. Pour ce qui me concerne, je ne peux que parler de ma fonction, que souvent c'est une question d'une combinaison. Tout d'abord, première ébauche du niveau politique pour pouvoir travailler sur quelque chose et de prévoir une capacité à tous les niveaux. Au niveau de l'administration régionale, mais comme vous dites, au niveau local, les maisons de l'énergie, s'ils doivent donner des accompagnements à toute la population, alors il faut prévoir les moyens, pas x2, mais x20 plutôt. Donc, c'est toutes des questions de la capacité à pourvoir. Maintenant, nous sommes bien conscients de ces chances, de ces opportunités, plus d'intégration entre le logement, le social, l'énergie, mais cela a tellement de composantes que cela demande beaucoup de capacités, des structures de concertation, et nous sommes confrontés d'une avalanche de directives européennes qu'il faut transformer avec très peu de personnel, transposer. Donc, ici, mes collègues peuvent le confirmer, que c'est difficile à transposer tout cela, mais il y a des graines pour l'aspect social. La pauvreté énergétique, par exemple, c'est très prominent dans les directives européennes et qu'on doit transposer comme État membre dans des mesures. Donc, la pauvreté énergétique, on peut attendre pas mal de choses de l'Europe, mais ce n'est pas toujours l'idéal, parce que l'idéal, ça veut dire qu'on a énormément de temps, toutes les formes de consultation de public qu'on pourra mener, etc. Ce serait le monde des bisounours, mais il faut le faire avec les moyens qui existent. On pourrait plaider à avoir plus de moyens, mais malheureusement, on est ici dans une période ou idéologie d'économie plutôt, malheureusement. Et puis, si vous avez des questions, posez-les aux panélistes pendant le lunch. Vous restez pendant le lunch? Voilà. Merci. Moi, j'ai une question très, très simple. Jessica et Benoît nous ont dit qu'un des obstacles, ce n'est pas le seul, mais un des obstacles, c'est qu'il fallait avancer l'argent pour les travaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système où on définit l'enveloppe de la prime et cette prime est libérable immédiatement au fur et à mesure qu'on présente les factures. Et c'est déjà un système qui se fait dans le privé. Si un propriétaire fait un emprunt pour des rénovations, on définit le montant de l'emprunt et puis c'est immédiatement payable au fur et à mesure que les factures sont présentées. Est-ce qu'on pourrait faire pareil avec les trois administrations qui sont représentées ici ? J'ai envie de vous dire que techniquement, c'est possible, tout à fait. Se posent des difficultés au niveau du contrôle de la conformité des travaux. Maintenant, comme vous le dites, dans le privé, dans les initiatives privées, on présuppose que les travaux seront conformes en fonction des pièces qui sont avancées avant libération de la prime. On pourrait imaginer un système comme ça a même été envisagé. Malheureusement,
ça n'a pas passé la rampe du gouvernement. Voilà, le gouvernement fixe un cap, prend la décision. Ici, il était décidé d'octroyer les primes a posteriori, donc après avance et réalisation des travaux, mais on aurait très bien pu partir dans cette direction-là, comme vous le dites. C'est envisageable, mais c'est une décision qui reviendra au prochain gouvernement. Maintenant, techniquement, c'est possible. Je compte sur vous pour l'appuyer, cette proposition. Oui. Je fais remonter tous les commentaires à l'administration systématiquement, monsieur. Moi, je vote oui. Hein. Que dire? Non, sur Bruxelles, il existait un système de préfinancement qui suite à la fusion, n'existe plus. Mais voilà, sur le terrain associatif, c'est ce qu'on fait remonter, c'est ce qu'on constate la plus grande difficulté est d'avancer l'argent. Donc le politique le sait, voilà, c'est remonté au niveau des instances décisionnelles. Donc, Luc Bolsens, Front commun SDF. Quand les primes sont accordées, c'est l'accord sur les primes. Est-ce qu'il est accordé directement quand on introduit le dossier et qu'il a été analysé, ou est-ce que les travaux doivent avoir été faits et puis la prime est décidée, oui ou non? En région bruxelloise, oui. Il faut faire les travaux et une fois que l'entrepreneur vous donne la facture de solde, c'est à ce moment-là que vous pouvez introduire votre dossier. C'est débile, parce que si la prime n'est pas accordée, donc la personne a fait les travaux en espérant avoir la prime, voilà. Et puis elle est chocolat bleu pâle. En amont, on insiste, on analyse les devis pour qu'on puisse voir si toutes les données sont bien indiquées, donc au niveau des conditions techniques. Voilà. En tout cas, on sensibilise énormément les personnes qui viennent vers nous. On joue à la poule russe. Oui, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais ça, c'est une décision politique, c'est pas. Non, c'est pas. Je vais défendre l'administration. Oui. Qui est pleine de bonne volonté. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic. Je n'attaque pas la. Non, je ne l'ai pas pris comme ça, vous en faites pas. Surtout que je travaille sur le terrain. Voilà. C'est le principe qui est politique, on ne vous attaque pas du tout, mais c'est les politiciens qui ne sont pas dans la réalité du terrain. Non, on l'entend. En tout cas, moi, je me sens pas vous faites du très bon travail, mais c'est les politiciens qui sont nuls. Comme système. Ça fonctionne de la même manière en Wallonie, hein. Donc il faut que les travaux soient réalisés avant décision sur les primes. Maintenant, les guichets d'énergie sont aussi là pour ça. Ça consiste à aller prendre rendez-vous, voir si le projet qu'on a, les travaux qu'on fait sont éligibles. Les agences sont formées, ils ont des réunions toutes les semaines de formation avec les juristes du SPE, dont moi. Donc ils sont tout à fait au courant des développements au niveau du juridique, au niveau des primes. Donc ils savent vraiment conseiller les gens et leur dire, écoutez, là ça marchera. Et quand même s'assurer que, que le candidat rénovateur fera ses travaux en connaissance de cause. Quand vous dites ça marchera, c'est pas une preuve que ça marchera. C'est pas une décision. Évidemment, ça devrait aller à l'administration, mais ces personnes-là sont en contact permanent avec l'administration, donc ils connaissent très bien les critères d'octroi ou de refus d'une prime. Sur la question du préfinancement, je rebondis parce que c'est vrai qu'il y a une forme d'aide wallonne où le préfinancement n'est pas complètement nécessaire. Ce sont les prêts à 0%, qui existent toujours en Wallonie, et dans une de ces formules, le REDOPAC avec Audit, accordé par la Société Wallonne du Crédit Social ou pour le Fonds du Logement de Wallonie, en fait, simplement, les primes vont être intégrées dans le remboursement du prêt. Donc, on va emprunter un capital de 60 000 €, admettons. Imaginons qu'il y ait 30 000 € de primes potentielles. On va présupposer que les 30 000 € de primes seront accordées. Une fois qu'on réalise les travaux, on vérifie que c'est bien le cas. Si c'est bien le cas, on va déduire ces 30 000 € de primes du capital à rembourser. Voilà. Donc, il y a une forme d'aide sans préfinancement, enfin, avec un préfinancement virtuel, on va dire, qui existe en Wallonie. C'est le prêt à 0% qui existe toujours chez nous. Ik kan nog toevoegen dat in Vlaanderen dat systeem. En Flandre, ce système existe aussi, où les primes sont intégrées, où les primes sont intégrées. Donc, je trouve que c'est une proposition très intéressante parce que d'un côté, on essaye de conseiller toute la population qu'est-ce qu'il faut pour rénover telle ou telle maison jusqu'aux objectifs à long terme pour le certificat EPB, donc PEB. Il est mis combien ça va coûter pour telle maison spécifique pour atteindre les objectifs sur le long terme. On sait quel est à peu près le budget qui est nécessaire à cela et
par la suite, avec des systèmes très complexes, on va offrir des primes sur chacune des travaux sous-jacentes avec tous les problèmes conséquents, des demandes de processus très compliqués pour le préfinancement, etc. Des obstacles. On peut se demander, finalement, étudier pour telle maison spécifique, quel est le budget à la rénovation que je peux utiliser pour ma maison. Et ça peut créer un levier important parce qu'on sait qu'on ne va jamais atteindre 100% de ces travaux pour le préfinancement, mais on peut analyser quel est le montant qui serait nécessaire et qui pourrait inciter à la rénovation. Pour une maison de 20 000 € de prime, pour un investissement total qui sera 3 fois plus élevé ou 4 fois plus élevé, 80 000, mais c'est très intéressant de cette manière de regarder là à partir de quel point cela crée un effet de levier où cet investissement avec les moyens publics, dès que vous avez une certaine masse critique, dès que vous avez 3 fois plus l'utilisation des moyens publics que vous allez réaliser dans tout le projet de la rénovation, alors c'est un modèle de bénéfice pour les pouvoirs publics parce que de l'investissement total, il y a beaucoup d'argent qui renfloue les caisses du public via une amélioration de la situation de logement et de santé des citoyens. Ça pourrait renfluer dans les caisses, mais malheureusement, il y a peu d'attention politique pour ces systèmes-là. Et je vais, en tant que présidente, juste de mon autorité, et cher public, pardonnez-moi, mais je vais clôturer maintenant parce qu'on a déjà un peu dépassé l'heure. Si vous avez des questions, le lunch sera assez long pour que vous puissiez les poser. Nos panélistes restent. Je vous remercie tous les 5 pour vos présentations, la réaction d'ATD qui nous remet bien les pieds sur terre et vos réponses à toutes les questions posées. Et je vous remercie aussi pour votre attention. Voilà.